rocheux, rocheuses, précieux auditeurs, précieuses auditrices à mon émission Le Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Installez-vous confortablement. Il y a des couvertures chaudes qui sont accrochées tout en haut. Prenez-en une à votre convenance. Venez profiter de ma vue panoramique, parce que je vis dans un phare, sur les territoires intérieurs, sur les aurores boréales et sur les constellations. On va se dire qu'aujourd'hui, on est la nuit. Il fait donc très noir puisque c'est la nouvelle lune. Moi, je me dis qu'on devrait se créer une ambiance feutrée. Donc, on va ouvrir une petite veilleuse parce que je vous invite à voyager dans l'enfance. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre que j'adore, le calcite. En fait, la calcite, pardon. Des fois, je vais faire l'erreur parce que je ne sais pas pourquoi j'associe toujours le calcite à quelque chose qui est au genre masculin, mais finalement, c'est au genre féminin. Alors, la calcite, c'est une pierre qui est composée de carbonate de calcium. Donc, une pierre calcaire. Mais aussi une pierre de craie pour écrire au tableau vert dans les classes. Alors, si on s'attarde simplement, là, genre juste au mot, le mot carbonate de calcium, pour moi, résonne avec les dents, même si nos dents ne sont pas de carbonate de calcium. Bref, je ne peux pas faire autrement, moi, que d'associer la calcite, à la fée des dents. Donc, je la vois voler là, autour de moi quand je parle de cette magnifique roche. Donc, la calcite, pour moi, c'est la pierre rafraîchissante de l'enfance, de la jeunesse. Elle aime se déguiser. D'ailleurs, elle a plusieurs costumes, hein, tout dépendant de ses impuretés. Elle peut être blanche, rose, orange, bleue, verte, miel, jaune, corail, brune, grise. Parfois, elle est opaque. Parfois, elle peut être translucide. Parfois, elle est cristallisée. Parfois, elle est grossière. Et parfois, elle est même en dents de chien. Ça, c'est quand on a une cristallisation qui est très pointue. D'ailleurs, j'en ai une énorme sur ma galerie chez nous. On dirait un porc-épic. C'est une grosse roche ronde, avec plein de piquants. Et elle est très, très pointue. Je ne mettrais pas mes pieds à plat là-dessus. Non, ça ne doit pas être super confortable. Voilà. Donc, elle est très abondante, très commune. Mais moi, je la trouve très belle. C'est la première fois que je vous parle d'une pierre tendre. Les pierres qu'on a abordées jusqu'ici étaient des pierres dures. D'ailleurs, on calcule la dureté des pierres avec une échelle. Pas avec une échelle de pompier. Non, non, non. On classe les roches, en fait, en fonction d'une échelle qu'on appelle l'échelle de Mohs. Donc, nous, on a beaucoup parlé de l'agate, du jaspe, pas de l'agate, mais du jaspe et du bois fossilisé, en tout cas. Et ces pierres-là, ce sont des pierres qui se situent à la 7e marche de notre échelle de Mohs. Ce sont des pierres très dures. Donc, si vous avez trouvé une agate ou un jaspe au Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie, vous pouvez rayer vos vitres avec, vous écrire des petits messages là, dans vos vitres. Tandis que le calcite, lui, la calcite, elle, est rayable au couteau. Donc, on n'est pas du tout dans la même dureté. Le calcite, lui, se situe comme à la marche 3.5 dans notre échelle. C'est une pierre douce, c'est une pierre tendre. Même si la présence de carbonate de calcium dans l'eau, en fait, ça fait de notre eau une eau dure. Quand même. C'est une pierre qui se casse facilement. Mais c'est une pierre qui se façonne facilement. La taillée est quand même assez rapide. Il faut faire très attention parce que si on s'y prend mal, elle éclate, elle se casse, elle se fractionne. Ça m'arrive souvent de briser des calcites. Donc, c'est comme si on doit l'entourer d'une présence particulière pour qu'elle aille bien. Un peu comme avec les enfants, finalement. Hein? Quand on est trop dur avec des enfants, des fois, ils éclatent. Ils se brisent.
puis ils se fractionnent. Après ça, c'est long d'aller les rassembler, tu sais. Donc, il faut entourer ces pierres-là de délicatesse. Donc, voilà. Mon souvenir le plus amusant avec le calcite me transporte à Coteau-du-Lac, dans le stationnement de ma tante Suzanne. J'ai des oncles de légende, mais j'avais aussi une tante de légende qui a rempli mon enfance de nourriture sacrée et miraculeuse. Oui. Le calcite, c'est une pierre que j'associe à la nourriture. Elle ressemble à s'y méprendre, je dirais, à une poignée de bonbons durs. Tu sais, les bonbons de sucre cristallisé, là. Tu sais, ça ressemble à ça. Ça ressemble aussi peut-être un peu à du caramel. Le calcite orange ressemble particulièrement à un creamsicle. Vous irez vous acheter ça au dépanneur. Ça existe encore. C'est des popsicles orange avec une crème à la vanille à l'intérieur. C'est à s'y méprendre, un creamsicle. Ça ressemble à un suçon. En tout cas, ça ressemble à du sucre cristallisé, hein, à quelque chose de très sucré. Alors, dans ma tête, quand je m'imagine prendre une bouchée de calcite, le calcite goûte bon. Mais là, mangez pas du calcite, là. Pas pour vrai. Bon, il faut dire, j'imagine souvent des choses très drôles, comme manger du calcite. Donc, cette pierre extraordinaire me ramène à Coteau-du-Lac. Ben là, je reviens à mon souvenir. Ma tante Suzanne, une femme maîtresse, avait un château. C'était une châtelière, vraiment. Elle avait une maison gigantesque, incroyable, grande, lumineuse, avec des fenêtres panoramiques qui donnaient sur le fleuve. D'ailleurs, quand on était petit, on s'assoyait devant les fenêtres de sa salle à manger, panoramique, là, super haute, quand il y avait des orages. Et puis là, on devenait comme des princes et des princesses qui regardent les éclairs tomber dans l'eau comme des fourchettes. C'est un souvenir mémorable. Cette tante de légende avait un stationnement long comme une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. Il était rempli de roches. Pas de la petite gravelle grise ordinaire, toute pareille. Non, non, non. Des roches de princesse. Et moi, dans mon étrangeté d'enfant, je préférais de loin aller trier les roches de son stationnement que de jouer avec mes cousins. Donc, je passais des heures dans l'entrée de sa maison, le dos plié en deux, puis j'observais les roches, puis j'ai triais. Et je trouvais des pierres que je trouvais belles. Du quartz, oui, certainement, plein, mais du calcite rose aussi. Je me faisais une petite montagne, puis je la ramenais chez nous. Ma mère, elle devait être profondément découragée là, de voir apporter plein de garnottes du stationnement de sa sœur, là, mais elle disait rien. D'ailleurs, je la remercie. Je la remercie de m'avoir laissé faire. Et d'ailleurs, ces roches-là, je les ai encore, je pense, mais du moins, je les ai gardées vraiment longtemps, là, parce que j'ai le souvenir de les voir là, dans ma maison quelque part. Là. Je les aimais tellement, là, je les sortais de leur boîte pour les admirer. Puis je comprenais pas pourquoi les gens venaient pas avec moi ramasser des roches de stationnement ou faire des offrandes de gratitude à cette piste d'atterrissage d'extraterrestres qui appartenait à ma tante Suzanne. En tout cas. D'ailleurs, je la salue dans mon cœur et dans mon âme parce qu'elle n'existe plus sur Terre aujourd'hui, mais elle existe dans nos mémoires et sa présence est encore très tangible. Merci de m'avoir permis de récolter autant d'objets précieux à même la matière première de ta piste d'atterrissage, Suzanne. Merci. Merci aussi pour toutes les choses délicieuses que tu m'as fait à manger. Merci. Le calcite. Et ça me fait aller loin, le calcite, quand même. Hein? Donc, le calcite, c'est une pierre de merci, hein, de gratitude. Les moments privilégiés de l'enfance, là, on doit les entourer là, de délicatesse, de calcite. T'sais. On doit leur rendre grâce. T'sais, l'enfant intérieur aussi, on doit lui rendre grâce, d'ailleurs. Parce que en tant qu'adulte, on est souvent juste un enfant déguisé. Notre essence la plus belle, notre essence la plus juste,
nos blessures les plus profondes sont souvent directement reliées à l'enfance. La jeunesse se cultive toute la vie, même quand on a des rides. Je dis ça comme ça. La calcite, pour moi, je l'ai dit, hein, c'est le bonbon. Le bonbon au miel, fait avec des couleurs de fleurs. Les couleurs du calcite, c'est des couleurs de fleurs. Le calcite bleu, c'est un myosotis. Le calcite vert, c'est une cloche d'Irlande. Le calcite jaune, une calendule. Le calcite rose, c'est une rose. Le calcite blanc, c'est la fleur du pommier, c'est la fleur du prunier, c'est une récolte d'arbres fruitiers. Le calcite, c'est une abeille. Pour que la vie continue, tu sais, on a besoin des enfants, des abeilles et des fleurs. Tout est une histoire de pollinisation, finalement. OK. Je suis pas mal drôle aujourd'hui. Le calcite n'a pas de motif particulier. C'est une pierre cristallisée, tu sais, qui porte pas des histoires comme l'agate ou le jaspe ou le bois pétrifié, le bois silicifié. Le symbole n'a pas la même précision, je dirais. Mais c'est une pierre d'évocation. Ça évoque pour moi des choses particulièrement belles et reliées à l'enfance. Le fruit, la fleur, la nourriture, les billes, les bonbons, les popsicles. Ouais, je dirais que c'est ça. Tu sais, je l'ai dit, elle est abondante, hein, elle est partout. Parfois, elle est même gratuite, puisqu'on peut la trouver dans les stationnements. Quoique mon oncle, il avait dû payer les roches de son stationnement. Je remercie mon oncle. Mais voilà. Mais les calcites sont partout. C'est surprenant. On les trouve avec une grande facilité. Et les fleurs sont gratuites. Elles appartiennent à la terre. Hein? Donc, le calcite, c'est les fleurs des champs qu'on cueille pour se faire un bouquet. Donc, c'est une pierre douce qu'on peut ramasser parce qu'elle est partout, vraiment partout. Le calcite a quelque chose de la magie de l'enfance aussi à travers ses propriétés étonnantes. Elle peut donc, cette petite roche-là qui est insignifiante, qui coûte pas cher, qui est un petit peu fragile, elle peut être fluorescente et même, je crois, dans certains cas, phosphorescente. Si j'éclaire ma calcite, donc une calcite qui a cette propriété-là, parce que je pense qu'elles ne sont pas toutes aussi... Il n'y a pas cette propriété-là dans chaque calcite. Il y en a qui vont avoir une qualité, par exemple, plus limpide, puis ça va être... En tout cas, je sais pas trop. Je pourrais vous revenir là-dessus, de pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont phosphorescentes, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas. Mais bon, si on a une calcite phosphorescente, on l'éclaire avec une lampe au rayon UV dans la noirceur. Ah oui, je vous rappelle qu'on est dans le noir. Je vais nous mettre des criquets, tiens. Elle va briller, cette calcite. Souvent d'une couleur différente de sa couleur d'origine, en fait. Donc, pour moi, c'est une source de magie, mais incroyable, là. C'est une source d'émerveillement. De savoir que mon petit morceau de roche tranquille, gratuit, facile d'accès, quand je l'expose à la lumière noire, c'est comme ça qu'on appelle les rayons UV. Moi, je trouve ça très, très cool, dire lumière noire. Ça devient une roche qui brille dans le noir, justement. Moi, je peux pas faire autrement que d'être touchée par cette qualité-là. Là. Ça donne... Ça me procure le même genre de fascination là, que de regarder un spectacle de marionnettes. Tu sais, ce qu'on croit banal, ben, dans le noir est finalement brillant, fascinant, captivant. C'est fou! Alors, tu sais, ça m'amène à parler d'un des autres membres de cette noble famille des calcites, le spat d'Islande, qu'on appelle aussi le calcite optique. Lui, il a une propriété incroyable. Il a une propriété qu'on appelle la biréfringence. Donc, de diviser les rayons de lumière en deux. Ah là, la poète en moi est frétée, là, ça peut plus. Un minéral qui peut couper la lumière en deux, là, on tombe en plein X-Men. Moi, je trouve ça incroyable. Ouh!
Donc, le carbonate de calcium est un élément minéral qui est aussi très patient. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se cristallise goutte après goutte. J'ai fait un petit effet de style ici, pour former les stalactites et les stalagmites de nos grottes. Donc, les roches calcaires sont omniprésentes dans notre environnement, là. Et ce minéral-là, il est présent même dans l'eau. Parce que lorsqu'on boit une eau dure, ça arrive qu'on a une eau dure à la maison, là, on la boit, ben, on boit du carbonate de calcium. Donc, c'est un minéral qui fait partie de notre quotidien. Pas toujours de façon joyeuse, parce qu'avoir du carbonate de calcium dans ses tuyaux, là, c'est pas une bonne chose. Voilà. Et là, moi, j'associe beaucoup, tu sais, le calcite au souvenir. Alors, le souvenir peut être magnifique comme une grotte, mais il peut aussi nous abîmer. Hein? On peut dire ça. Donc, tu sais, les souvenirs, c'est comme les reliefs d'une grotte. Ils se forment avec le temps. Ils sculptent notre pensée. Ils créent des galeries spectaculaires, parfois minuscules. Parfois, ils obstruent le passage. Je peux pas dire que les stalactites sont en calcite, mais je peux dire qu'ils sont en tout cas composés pour sûr du même matériel qu'elle, le carbonate de calcium. Le carbonate de calcium et ses amis, les roches calcaires, lorsqu'elles sont particulièrement présentes dans un territoire, on appelle cette formation géologique-là un karst. Moi, je trouve que c'est un mot magnifique qui cogne dans la bouche. Un peu comme quartz. C'est à peu près du même matériel alchimique, là. C'est superbe. Le karst. Alors, j'ai compris que les karstes, ce sont des terres friables puisqu'ils sont composés de roches calcaires, qui sont perméables. Donc, l'eau s'infiltre facilement dans le karst. L'eau va creuser des reliefs très aisément. Donc, elle va faire un chemin dans la roche avec une grande facilité. Évidemment, à une échelle géologique, là, donc très lentement pour nous, mais très rapidement pour une roche. Donc, l'eau est toujours présente dans un territoire karstique. Du moins dans ce que j'ai lu. Okay? C'est elle qui modèle le lieu. C'est l'agent d'érosion. Parfois, dans ces reliefs-là, l'eau va créer toutes sortes de choses étranges. L'eau va disparaître, va laisser une ouverture, tout à coup. Elle va dévoiler des galeries, des grottes. Parfois, le paysage peut s'effondrer en cuve parce qu'il est trop perméable à l'eau, donc il va s'effondrer. Je trouve que tous ces phénomènes-là, c'est un peu comme la mémoire humaine, qui crée des enchevêtrements de cavernes, de grottes, de rivières, d'entrées, de sorties, où on s'y retrouve parfois pas très facilement. Tu sais, un souvenir qui creuse son chemin, qui disparaît, qui crée un chemin vers une autre galerie, c'est finalement la mémoire, c'est un phénomène karstique. Je suis bouche bée. Donc, je me disais aussi, le souvenir, c'est quand même c'est le matériel de la mémoire. Et il est fort, mais il est friable tout à la fois. Moi, je me dis, le souvenir, c'est une rivière. Parfois, elle est très vive, mais parfois, elle finit par s'assécher. Puis lorsqu'on la trouve dans notre mémoire, ben, elle est empreinte d'un souvenir. L'eau qui y coulait a disparu dans notre matériau calcaire cérébral. Tu sais, donc, parfois, l'eau va ressurgir à un endroit où on s'y attend pas du tout. Le souvenir, c'est ça. C'est de l'eau qui se promène dans un karst, dans un territoire friable et instable. Puis les souvenirs sont sinueux, sont perméables, sont un peu instables et ils sont surprenants. Par exemple, tu sais, lorsqu'on vit un choc post-traumatique, moi j'en ai déjà vécu un gros, les souvenirs peuvent s'effacer complètement. En apprenant, par exemple, sur le terrain karstique, je me suis rendu compte que ce phénomène-là, je pouvais le corréler à la mémoire. Parce qu'en géologie, la perte d'une rivière dans un territoire calcaire, karstique, on appelle ça une perte. Ou il y a un autre mot très beau qui s'appelle un chantoir. Donc ça, c'est quand tout à coup,
la rivière disparaît. Une perte de mémoire ou une montagne qui perd soudainement son cours d'eau, pour moi, ça se corrèle. La rivière, elle va ressurgir ailleurs. D'ailleurs, en géologie, ils appellent ça une résurgence ou un exutoire. La géologie est très intéressante pour se comprendre. Ouais. Donc, les souvenirs coincés, ils vont ressurgir ailleurs. Voilà. La vieillesse, c'est un dessèchement. C'est une perte d'élasticité des tissus, entre autres choses. Et moi, je trouve que la pire vieillesse, c'est la vieillesse sans mémoire. Les maladies de la mémoire, c'est un karst sans eau. Il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui se transforme. À partir du moment où il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de jeunesse. La transformation, elle peut être minuscule. Mais pour être jeune dans son cœur et dans sa tête, ça prend un agent d'érosion qui transforme le territoire intérieur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ouais. L'adaptabilité du calcaire, là, du carbonate de calcium, ben, c'est un don précieux finalement. Notre calcite, il se situe pas trop loin de cette particularité-là, de cette adaptabilité-là. Tu sais, il réveille les souvenirs, les résurgences, par une sorte de douceur, d'abondance, de délicatesse. Tu sais, il crée une transformation douce. Moi, il m'apprend à être tendre. Tu sais, il me dit, ben, la fragilité, ça peut être beau. Tout simplement. Alors, j'ai choisi une déesse nordique pour nommer cette pierre. Et cette déesse s'appelle Idun. Là, je vous laisse rire un petit peu. Je suis certaine qu'elle ne sera pas trop fâchée, Idun, parce qu'elle est la déesse de l'éternelle jeunesse, alors elle va comprendre les jokes plates de cours d'école comme Idun la foufoune ou Idun la guidoune. Donc, voilà. C'est la déesse de l'éternelle jeunesse. Faut qu'elle ait de l'humour quand même. Alors, passons la blague. Idun, c'est la gardienne des pommes, d'or de l'éternelle jeunesse. Dans les mythes qui sont parvenus jusqu'à nous, Idun, elle se fait enlever par un géant. Et là, les dieux sont en panique. Ils demandent à Loki, le dieu farceur, qui a lui-même arrangé l'enlèvement, d'aller la délivrer. Ce qui est intéressant avec Idun, c'est que les dieux et les humains ont besoin de ces pommes. Les dieux, ça va, les hommes, ça va, mais les dieux, on est comme, ah oui, pourquoi donc? Donc, les dieux peuvent vieillir et mourir dans cette mythologie-là, s'ils ne mangent pas les pommes d'Idun régulièrement. Ce que je trouve intéressant, moi, ici, c'est que c'est comme si les Vikings avaient compris que les concepts spirituels peuvent mourir ou vieillir, peuvent disparaître dans un faste et ressurgir ailleurs dans l'espace-temps. Un peu comme, je faisais la corrélation avec la résurgence du paganisme aujourd'hui. Les choses renaissent parfois à des drôles d'endroits. Puis je suis sûre qu'il y a des adorateurs d'Idun qui existent, dont moi peut-être. Moi, je suis une adoratrice d'Idun. Donc, Loki, pour délivrer Idun, se transforme en faucon avec l'aide de Freya, qui est une autre déesse nordique. Il transforme Idun en oie pour être capable de la transporter aisément dans ses serres. Selon mes recherches, le symbole de la pomme aurait été amené par les chrétiens. Donc, les fruits de l'éternelle jeunesse d'Idun auraient été plus les baies, les noix. En fait, qui sont des fruits qui sont plus proches de son territoire, du nord, finalement. Des pommes à l'extrême nord, là, c'est assez rare. Donc, moi, j'ai gardé le symbole de la pomme parce que j'ai écrit, bon, de un, le conte avant de l'analyser, et de deux, parce que je trouvais que ça représentait bien le souvenir. Pourquoi? Parce que le souvenir, c'est une construction du réel, plus ou moins exacte. Donc, il devient bien souvent le reflet de nos croyances et de nos attachements.
les chrétiens étaient très attachés au symbole de la pomme. C'est sûr que, bon, pour eux, ça devient un peu l'élément de discorde, mais je dirais dans leur mythologie, si on peut dire ça comme ça, ils se le sont approprié, puis ils l'ont substitué au symbole d'origine. Donc, ils en ont fait un symbole d'immortalité. Parce que c'était signifiant pour eux. Tu sais, sérieusement, que Idun, elle soit la gardienne des pommes d'or ou des chicoutés, là, peu m'importe. Tu sais, elle distribue l'éternelle jeunesse autour d'elle, aux dieux et aux hommes. Et donc, l'éternelle jeunesse, est-ce que c'est de manger des petits fruits? Peut-être. Donc, pour moi, c'est une déesse importante à maintenir vivante dans notre psyché. Donc, manger des camerises, des chicoutés, des framboises, des amélanchiers. Bourrez-vous de noix si vous n'êtes pas allergique et flattez des calcites. Hein, ça va vous aider à rester jeune. C'est ça la recette du succès. Donc, voilà. Je lui ai cherché un nom de famille, bien entendu. Je ne pouvais pas faire autrement que de choisir la jeunesse. Idun, la jeunesse. Voilà, c'était la vedette. C'est ma vedette de cette semaine. Et là, ça m'amène à vous parler de quelque chose. Cette pierre a une sœur. Oui, que j'ai taillée presque en même temps, le jour de ma fête, dans le même morceau, dans la même matrice. Je l'ai appelée Iduna, la jeunesse hébert. Iduna, en fait, c'est juste une autre graphie pour le même nom, en fait, de déesse. Ça arrive souvent que les déesses ont des noms avec des graphies un peu différentes. Donc, Iduna, la jeunesse hébert. Quand je taille plusieurs cabochons dans la même roche, pour moi, ces pierres, ils ont comme le même nom de famille. Ils portent la même signature. Et parfois, je leur donne des noms de famille composés, comme dans le cas de cette sœur. Entre autres parce que c'est mon nom de famille. Voilà. Je vais vous parler de d'autres calcites. Une autre fois, qui ont d'autres histoires. Mais vous allez voir, ça se rapporte souvent aux jardins fleuris. Les archétypes que je leur choisis sont souvent reliés à ça. Ou à la forêt, en tout cas, nourricière, au sous-bois, rempli de noisetiers, avec des framboisiers pas trop loin, puis des mûres, puis des ronces. Mais c'est souvent propre à la nature qui nourrit. Peut-être parce que le calcite, finalement, il est aussi abondant et accessible que les zucchinis puis les tomates. Peut-être que c'est une histoire de même. Alors, Idun et sa sœur, c'était ma porte d'entrée des calcites. Parce que c'est sûr que je vais vous en reparler. Je les aime beaucoup. Aller faire des bulles, aller faire des bonhommes de feuilles d'automne, ben bref, de fleurs, de feuilles vertes, parce que c'est du moins de feuilles pré-automne. Parce que c'est ça, on peut pas faire de bonhomme de neige encore. Aller faire des couronnes de fleurs et de branches, de tilleuls, tiens, pourquoi pas. Voilà. Allez vous amuser finalement avec avec vos calcites si vous en avez. Voilà, amenez-les dans vos poches, ils vont être très contents de faire une petite marche, une petite course. Je vous laisse écouter mon conte. Cette semaine, c'est comme un conte, poème, histoire avant de se coucher. Voilà. On allume une veilleuse, puis je vous borde. Je vais venir vous border. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire. C'est comme un conte. Fait que je vais être fanfreluche ce soir. Et je vous souhaite une belle nuit. Faites de beaux rêves. Faites des rêves pleins de bonbons, de couleurs, de popsicles et de souvenirs chaleureux. Je vous souhaite ça. Je suis très heureuse de vous avoir eu avec moi sur mon île cette semaine. Toujours très heureuse. C'est toujours un plaisir, mon Dieu, un plaisir sans limite. Un plaisir simple. Je vous souhaite une semaine karstique, tiens, avec des résurgences surprenantes et heureuses. Puis même si elles sont malheureuses, des fois, il faut se dire que la tristesse, c'est comme des torrents, comme des chutes. Et puis, Tintin sait toujours que derrière la chute, il
il y a un laboratoire secret. Donc, il y a toujours une joie derrière la tristesse, je vous dis. Donc, il faut suivre Tintin, finalement. Alors, merci infiniment, précieux auditeurs, précieuses auditrices. À bientôt et bonne écoute. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose d'important. L'enfance est une pomme d'or, mon ami. La gardienne de la jeunesse s'appelle Idun. Cette femme est la gardienne des fruits, la gardienne des pommes d'or. Elle est gracile et fière comme une enfant du Nord qui tend son poing en l'air pour faire une bataille avec les éléments. Elle est belle, Idun. Elle a les fossettes aux joues comme des nids d'oiseaux roses. Elle n'est pas qu'on veuille la garder rien que pour nous. Elle a l'âme guerrière du partage. Elle distribue la jeunesse à ceux qui savent prendre soin d'elle. Les moments de l'enfance sont des pommes d'or, mon chéri. Les moments de l'enfance sont des abeilles, mon cœur. Ils sont des fleurs. Ne les perds jamais de vue. Prends-en soin, engrange-les comme du foin. Abreuve-toi de ce nectar heureux, même si tes souvenirs sont malheureux. L'enfance a ses propres saisons et ses propres chansons. Si tu es toujours l'enfant que tu as été, alors tu peux te réparer. Cherche dans tes tiroirs les souvenirs de ta mémoire. L'enfance se trouve où le temps est suspendu, où le temps est miel ou caramel, dans le temps qui s'étire, dans une poignée de billes, sur un caillou brillant que l'on garde au fond de sa poche pour communiquer avec les volcans, au cœur d'une pomme de pin qui est la cathédrale des fourmis. Tout est un trésor. La flaque d'eau est un fleuve et les nuages sont des livres d'histoire. L'enfance est une pomme d'or. Si tu ne manges jamais d'émerveillement, alors tu te dessécheras et tu deviendras un vrai vieux. Un vieux qui ne sait plus quoi dire, qui dit toujours la même chose en boucle. Tu prendras toujours les mêmes chemins. Tu n'aimeras que ce que tu connais bien. Tu ne feras que ce que tu dois faire, et le devoir est un bien triste conseiller. Tu disparaîtras dans la transparence d'une diapositive. Les choses de ta vie ne seront plus liées entre elles, et tu tourneras sans fin dans son carrousel. Le mari d'Idun est le gardien de la poésie. Il s'appelle Bragi. La poésie garde jeune, mon ami. Prends soin des pommiers de ta jeunesse. Récite un vers et tu croques la pomme d'or. Roule-toi dans l'herbe et tu croques la pomme d'or. Accueille l'inconnu, bourre-toi de biscuits, grimpe le mont Saint-Hilaire en chantant des chansons de Noël au mois d'août, caresse un chat en te disant qu'il est le dieu du monde, il sera content le chat. Ronronne avec lui en te disant que tu es un chat toi aussi. Croque les pommes d'or de toutes les crèmes glacées. Tu sais, la poésie n'a pas besoin de papier. Chaque fois, ton âme s'ouvre pour s'échapper de la sécheresse. Si tu brilles à l'intérieur, tes pattes d'oie deviennent théâtre d'ombre et tu racontes de vraies histoires qui se lient entre elles. L'enfance est le souvenir d'une fleur.